Tu utilises celui-là, toi, peut-être? OK. Ils vont pas te voir, ouais. Un partenaire? OK, t'as une voiture, qu'est-ce que tu veux faire avec ta voiture? Hey, t'as des meubles, qu'est-ce que tu fais avec des meubles? Le gouvernement arrête tout pour vrai. T'as pas de testament? Tout est allé. Tout est gelé. Même le chat. En disant bien. Même le chat. Oh, tu devrais avoir des sessions. On ne veut pas en parler, c'est pas l'âge d'en parler, mais quand tu as la vie, ben, c'est une situation que... Mais ça peut arriver à n'importe qui. C'est la même chose que moi, j'ai peur de, tu sais, en arrière de la carte médicale, là, il faut que tu signes si tu veux donner tes organes. J'ai coché, mais j'ai pas signé parce que je suis comme, ça veut dire que j'ai bien mourir, comme c'est comme, Bonjour à tous et à toutes. C'est depuis Grande Prairie que nous vous présentons la prochaine intervention. Je m'appelle Natacha Bergeron et je suis agente de développement pour la région Nord-Ouest au Réseau Santé Alberta. Je suis ravie de représenter Grande Prairie pour cette deuxième présentation. Avant de vous introduire notre prochain invité, permettez-moi de vous donner quelques indications pour que vous puissiez pleinement profiter de cette session. La présentation durera 60 minutes, donc 45 minutes seront consacrées à l'exposé, suivi d'une période de questions-réponses de 15 minutes, une question par région, en raison des contraintes logistiques. Par ailleurs, les questions ne seront acceptées qu'à la fin de la présentation. Je vous recommande donc de noter vos questions sur les feuilles mises à votre disposition sur les tables pour la présentation numéro 2. Nous vous rappelons également que cette présentation est filmée, enregistrée et diffusée simultanément dans 4 salles en Alberta, ainsi qu'en ligne. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, des zones spécifiques indiquées dans chaque région ne sont pas couvertes par les caméras. Mais assez parlé des règles. C'est maintenant avec un immense plaisir que je vous présente notre deuxième intervenante, une personne au parcours diversifié. Hélène Lavigne-Casteran est diététicienne nutritionniste formée en France. Comme elle l'explique si bien, la diététique possède une grande variété de domaines d'activité et notre conférencière a toujours apprécié la partie réglementation, hygiène et sécurité alimentaire très présente dans l'agroalimentaire. Puis la restauration collective, mais également le partage d'informations et d'éducation auprès des différents publics de consommateurs. Sans oublier la nutrition du sportif. Originaire du sud-ouest de la France, elle est partie à l'aventure découvrir le Canada en 2020 avec son conjoint. Ils se sont d'abord établis dans le nord-ouest de l'Alberta, tout d'abord près de Falaire, avant de s'établir à Grande Prairie. Elle se dit chanceuse d'avoir été accueillie par la communauté francophone minoritaire et de pouvoir s'impliquer dans différents organismes communautaires, tels que la Radio Nord-Ouest FM et la CFA de Grande Prairie en tant que directrice régionale. Aujourd'hui, elle aspire à continuer de s'impliquer dans la francophonie albertaine et de faire bénéficier la communauté de son champ d'expertise. Hélène est avec nous pour partager ses connaissances sur la nutrition et son impact sur le bien-être, un sujet particulièrement pertinent dans le contexte actuel. Sa passion pour la diététique et son engagement envers la francophonie en situation minoritaire en font une voix incontournable dans ce domaine. Donc, sans plus attendre, je vous invite à accueillir chaleureusement Hélène. Merci Natacha, oui. Alors, c'est bon, Brandy? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que c'est bon au niveau son? Je parle assez fort? Ok, très bien. On va commencer. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie
pour ce moment. Je te remercie, Natacha, pour cette présentation et je remercie le RSA de me laisser la chance de participer à cette journée. Donc, j'ai choisi de vous parler de nutrition et d'alimentation aujourd'hui, puisque c'est mon domaine d'expertise, et que j'ai choisi de vous présenter le sujet de bien se nourrir pour s'épanouir, qui est le thème aujourd'hui du mois de la nutrition ici au Canada. Donc, je pense que ça fait du sens, surtout que ça y est, nous sommes enfin en printemps. Peut-être que ça donne envie aux personnes, enfin à tout le monde, de peut-être prendre plus soin de soi, puisque les journées sont plus longues, puisqu'il fait meilleur, il y a plus de soleil. Voilà, ça peut donner peut-être plus envie de se motiver un peu plus pour prendre un peu plus soin de soi. Donc, je vais aborder comment je pourrais dire ça, différents thèmes. Tout d'abord, l'équilibre alimentaire, qui est recommandé par le Guide alimentaire canadien, en termes de choix alimentaires et d'habitudes alimentaires saines. Ensuite, je vais vous parler du bien-être alimentaire, sur par quels aspects ça passe. Et en fait, et à la fin, pardon, je vais vous parler un peu plus de comment essayer de limiter sa consommation de produits transformés. Et à la fin de cette présentation, il y aura une petite vidéo, si on a le temps, si je ne dépasse pas, bien sûr, pour illustrer justement ce dernier thème, cette dernière thématique. Donc, pour commencer, je vais reprendre le mois de mars au Canada. Donc, je vous en ai parlé. C'est le mois de la nutrition qui, depuis 1986, est organisé par les diététistes du Canada. La journée du 19 mars, c'est la journée des diététistes du Canada. Et puis, ça tombe bien puisque je suis assez fière de pouvoir vous parler de nutrition et d'alimentation aujourd'hui en français, puisque nous sommes le mois de la francophonie. Et hier, c'était la journée internationale de la francophonie. Et hier, c'était également le printemps. Donc, voilà, je vous fais un petit check-up, si je peux vous dire, si je peux dire ça comme ça, sur le mois de mars au Canada, mais ça fait du sens, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, de faire cette présentation en français et de parler d'alimentation et nutrition. Voilà. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du métier de diététiste au Canada et en Alberta. Donc, le titre de diététiste est protégé par la loi partout au Canada. Seules les personnes qui répondent à certains critères et à certaines normes peuvent se dire diététistes. Le titre de nutritionniste est également un titre protégé seulement dans certaines provinces, comme l'Alberta, le Québec, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, ce qui fait une équivalence entre le titre de nutritionniste et de diététiste, ce qui n'est pas le cas du coup dans les autres provinces du Canada en termes de nutritionniste, où ça n'a pas forcément de valeur. Et le diététiste ici en Alberta, donc il est agréé par un ordre professionnel provincial qui est le College of Dietitians of Alberta. Et les titres et abréviations que vous pouvez... Ah, pardon, j'avais pas vu. J'avais pas vu. C'est bon. Merci, excusez. Correct? OK. Donc, je continue avec les titres et les abréviations qui sont protégés par la réglementation provinciale. Vous allez pouvoir retrouver des professionnels au titre de Registered Dietitian, Dietitian, Registered Nutritionist, Nutritionist RD, Dietetic Intern and Provisional Dietitian. Voilà, désolée pour mon petit accent anglais. Je vais passer maintenant sur l'équilibre alimentaire. Donc, c'est pour vous reprendre, comme je disais, les choix sains et les habitudes saines qui sont recommandées par Santé Canada. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du guide alimentaire canadien, ou si vous ne le connaissez pas, c'est une bonne opportunité que je puisse vous en parler. Il a été mis à jour en 2019 et clairement, il reprend des grandes thématiques, les grands choix, les grands conseils pour améliorer votre alimentation. Puisqu'une alimentation saine, c'est bien plus que juste des aliments que vous allez manger. C'est aussi la manière dont vous allez la manger, l'endroit, le moment dont vous allez manger et la raison pour laquelle vous mangez. C'est pas juste le côté nutritif alimentaire, c'est tout ce qui va autour. Peut-être aussi que pour ceux qui connaissent le guide alimentaire canadien, vous avez déjà vu cette jolie assiette colorée qui
illustre bien, qui résume bien en fait les principaux conseils, à savoir de manger des légumes et des fruits en abondance, qui doivent représenter la moitié de l'assiette, de consommer des aliments protéinés, un quart de l'assiette, de choisir des aliments à grains entiers, le dernier quart de l'assiette, et bien sûr de faire de l'eau votre choix de boisson. Pardon. Donc je vais commencer par reprendre les choix alimentaires sains. Je viens de vous en évoquer certains avec l'illustration de l'assiette. Il faut essayer de prendre l'habitude de savourer une variété d'aliments sains tous les jours, de choisir des aliments contenant des bons gras au lieu de gras saturés, de limiter les aliments hautement transformés, en tout cas essayer d'en manger moins souvent ou en petite quantité, d'utiliser des ingrédients qui contiennent peu ou pas de sodium, de sucre, de gras saturés ajoutés. Lorsque vous êtes en sortie au restaurant ou chez des amis, de choisir des aliments un peu plus sains. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais peut-être que ça peut essayer de se mettre en place. D'essayer, lorsque vous faites votre épicerie, d'utiliser les étiquettes des aliments. Ça, j'en reparlerai à la fin de la présentation. Et d'essayer de rester vigilant face au marketing alimentaire qui peut influencer votre choix. Donc, je vais reprendre les grandes thématiques des légumes et des fruits en abondance, des grains entiers, des protéines, des bons acides gras et de l'eau. Donc, pourquoi manger des légumes et des fruits en abondance? Ça permet de réduire les risques de maladies du cœur. Ça contient également beaucoup de fibres, de minéraux et de vitamines. Vous pouvez facilement inclure beaucoup de légumes et de fruits à vos repas ou à vos collations. Donc, je le redis, le repère, c'est d'essayer de remplir une moitié d'assiette sur votre repas en termes de fruits et légumes. Vous pouvez également jouer sur les textures, les couleurs et les formes pour satisfaire vos goûts, parce qu'on a tous des goûts, des ressentis différents. On est tous attirés par différentes choses. Concernant les légumes de couleur vert foncé, ça peut vous apporter plus facilement des folates et du calcium, ainsi que les légumes de couleur orange pour un apport suffisant en vitamine A. Ensuite, peu importe, j'ai envie de vous dire, la manière dont vous apportez ces fruits et légumes, peu importe s'ils sont frais, surgelés ou en conserve, du moment que vous en mangez, ils vont tous vous apporter ces principaux nutriments. Donc après, c'est chacun ses choix, chacun sa façon et sa possibilité de cuisiner. Mais peu importe le type d'aliments. Ensuite, je vous propose de comment essayer de manger plus de légumes. Donc ça, ce sont des exemples. Ce sont des exemples, mais il y en a tant à pouvoir essayer. C'est selon les idées de chacun, mais je vous ai repris celles-là qui sont proposées dans le guide alimentaire canadien. Donc, vous pouvez ajouter de la purée de citrouille ou de courge en conserve dans la soupe pour la rendre riche et crémeuse. Vous lavez, coupez ou réfrigérez, congelez des légumes en trop lorsque vous faites vos préparations et pouvoir essayer de les réutiliser un peu plus tard. Ensuite, vous pouvez utiliser des légumes en sac que vous pouvez rajouter rapidement à votre salade ou à un sauté, un ragoût. Essayez d'intégrer les légumes crus aussi dans vos repas, ça peut être assez rapide. Il y a des choses qui existent déjà toutes faites en épicerie. Et vous pouvez essayer des recettes aussi qui requièrent des différents types de légumes feuilles qui peuvent être parfois un peu plus faciles et rapides à cuisiner. Concernant les fruits, comment on peut essayer de manger un peu plus de fruits? Soit vous les intégrez en tant que dessert en fruits en entier ou en salade de fruits sans rajouter trop de sucre. Vous pouvez également les rajouter à vos collations ou si vous n'êtes pas très fan des fruits frais, vous pouvez les rajouter à vos salades. Ça peut être une bonne façon d'en manger. D'ajouter également des fruits surgelés dans vos recettes. Et quand vous avez le temps, d'essayer d'en laver, couper, d'en réfrigérer, qu'ils soient prêts en fait à consommer à votre portée de main quand vous en avez besoin. Parce que tout dépend du type de fruit, mais parfois ça peut
prendre un petit peu de temps à l'éplucher, enlever les pépins, les choses comme ça. Donc, peut-être que ça peut être démotivant également pour se dire, oh, je n'ai pas envie de manger un fruit frais là tout de suite maintenant. Ensuite, les aliments à grains entiers. Donc, pour recontextualiser, ça va être la famille des féculents qu'on va appeler, donc tout ce qui est pâtes, riz, le quinoa, le sarrasin, les pois, les légumineuses, toutes ces choses-là. Je ne vous ai pas mis une liste exhaustive, mais si vous avez des questions à ce sujet à la fin de la présentation, il n'y a pas de souci. Donc, ils vont vous apporter beaucoup de fibres, de minéraux et de vitamines qui sont assez essentiels pour le fonctionnement de votre corps. Il est préférable donc de choisir des aliments à grains entiers comparés à des aliments à base de grains raffinés parce qu'ils sont plus riches en fibres. Et que justement, de manger des aliments qui contiennent plus de fibres peut vous aider à diminuer les risques de cancer du côlon, de diabète de type 2, de maladie du cœur et d'accident vasculaire cérébral. Comment vous pouvez essayer d'intégrer ces aliments à grains entiers à travers vos collations? Ça peut très bien être des céréales à grains entiers, des craquelins à grains entiers ou des croustilles de pain pita à grains entiers. Je pense que vous pouvez facilement trouver en épicerie la version sur les produits que vous aimez en grains entiers. Et également, comment on peut essayer d'inclure des aliments en grains entiers à travers les repas? Ça va être d'essayer chaque semaine des nouveaux grains entiers, donc d'essayer des nouvelles choses si vous le sentez bien sûr, parce que parfois c'est bien de se dire ah il faut manger plus de choses différentes, mais parfois on ne se sent pas forcément à l'aise à cuisiner de nouvelles choses parce qu'on ne sait pas, on n'a jamais essayé ou on ne sait pas trop avec quoi l'associer. Vous pouvez mélanger différentes céréales de grains entiers avec du lait ou des boissons végétales non sucrées pour le petit déjeuner ou la collation. Vous pouvez commencer votre journée par un bol de gruyot, céréales à grains entiers ou une rôtie aux grains entiers. Essayez d'avoir dans votre garde-manger une variété d'aliments à grains entiers. Et ainsi aussi, vous pouvez essayer de rajouter des aliments à grains entiers dans vos recettes quand vous cuisinez. Donc, par exemple, de l'orge, du boulgour ou du quinoa dans vos soupes, dans les salades ou les sautés. Du riz brun ou sauvage dans le riz blanc pour avoir un peu plus de fibres et avoir un petit goût de noisette. Pardon, je reprends mon souffle. Ensuite, je vais vous parler des aliments protéinés. Donc, ils sont très importants aussi, ils représentent le dernier quart de l'assiette, puisqu'ils apportent des protéines, des vitamines et des minéraux. Le but, c'est d'essayer, aujourd'hui, le principal conseil, d'intégrer un peu plus d'aliments protéinés d'origine végétale, puisqu'ils contiennent plus de fibres, un peu moins de gras saturés que les autres types d'aliments et sont plus bénéfiques pour la santé du cœur. Donc, dans les aliments protéinés, on va retrouver tout ce qui est la famille des œufs, les viandes maigres et de volaille. Donc, dans les viandes maigres, on retrouve bien sûr tout ce qui est le bœuf, le porc, le veau, ces choses comme ça. Même le gibier, on peut parler de gibier, tout ce qui est l'orignal, le cerf et le caribou. Ensuite, vous avez toutes les noix et les graines, comme les cajous, les amandes, les arachides, les beurres de noix ou les graines de tournesol, tout ce qui est les poissons et fruits de mer, les produits laitiers, forcément recommandés avec un peu moins de matière grasse, comme le lait, le yogourt, les fromages qui sont plus faibles en sodium. Les légumineuses, je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est toutes les familles des pois, des lentilles, des haricots. Et également les boissons à base de soja, le tofu, les fèves de soya, et d'autres produits de soya. Donc en idée de collation, vous pouvez vous prendre des œufs durs, des noix, des graines, des pois chiches rôtis au four. C'est très bon, c'est très rapide. Vous mettez un petit peu d'épices dessus, c'est très bien. Du houmous avec des légumes frais, des yogourts plus faibles en gras avec des fruits frais. Et
du beurre d'arachide sur les bâtonnets de céleri. Donc personnellement, je ne connaissais pas ça, mais je pense, apparemment c'est très populaire ici, donc enfin au Canada, je veux dire, c'est une recette, une idée de collation qui fait partie, qui est très bien illustrée, du coup, pour l'idée de collation par rapport aux protéines. Ensuite, comment essayer de manger plus d'aliments protéinés d'origine végétale? Vous pouvez essayer d'ajouter du tofu soyeux à un potage pour le rendre plus épais et crémeux. Essayez une salade de haricots, de lentilles, de riz ou encore un bol de chili végétarien pour le dîner. De combiner vos céréales à grains entiers avec des noix et des graines. D'essayer de tartiner l'intérieur d'un pain pita à grains entiers avec du houmous et remplir des légumes. De nombreux simili-produits de viande existent, mais ils sont hautement transformés. Donc, il faut quand même faire attention à l'excès de sodium ou des matières grasses saturées qui peuvent souvent être incluses dans ce type de produit. Et chaque semaine, essayez de remplacer certains repas, d'essayer de remplacer la viande dans vos repas par des haricots dans un burrito, du tofu dans un sauté de légumes, des pois chiches, des haricots dans des tacos, des lentilles dans une soupe ou un ragoût. Il y a plein d'exemples possibles et inimaginables pour essayer d'apporter plus de protéines d'origine végétale. Voilà. Ensuite, on va rebondir sur essayer de choisir les aliments avec des bons gras. Donc, pourquoi les bons gras? Ça permet de diminuer le risque des maladies du cœur, qui est une des principales causes de décès au Canada. Le type de gras que vous mangez au fil du temps va être plus important pour votre santé que la quantité totale de gras que vous mangez. D'accord? Oui, il faut faire attention à la quantité de gras qu'on mange, mais la qualité est plus importante. Donc, il vaut peut-être parfois manger plus de gras, je vais extrapoler, mais il vaut peut-être manger assez de gras, mais du bon gras, puisque ce sera toujours bénéfique pour votre corps et votre système cardiovasculaire. Donc, les aliments qui contiennent de bons gras, vous allez retrouver les noix, les graines, les avocats, les poissons gras, certaines huiles végétales, et je tiens à le préciser, comme l'olive, le canola, le tournesol, le soya et l'arachide, mais également certaines margarines molles ou non hydrogénées, et les fèves de soya et produits de soya. Comment vous pouvez intégrer ces bons gras à travers les collations? Vous pouvez prendre tout simplement des noix, essayer des beurres de noix, comme le beurre d'arachide, d'amande ou de noix de Grenoble. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de beurre de noix un peu partout, assez diversifié. Vous pouvez ajouter du houmous ou de l'avocat au sandwich et aux trempettes. Ajouter des poissons gras comme le saumon en conserve ou le thon dans vos sandwichs et vos roulés. Faire griller des graines de citrouille ou de tournesol pour les manger aux collations ou les ajouter à vos salades. Et préparer vos propres vinaigrettes avec de l'huile de canola, d'olive, de lin. Vous pouvez également aromatiser du jus de citron et de moutarde, d'ail et de fines herbes. C'est vos propres vinaigrettes. Bien. Pour finir sur les aliments avec des bons gras, le but étant du coup de limiter la quantité des aliments qui contiennent des gras saturés, à savoir les viandes transformées, les produits de boulangerie, la plupart des aliments frits comme les frites, le lait de coco ou la crème de coco, certains desserts glacés, les barres de confiserie, le chocolat, les friandises enrobées de chocolat. Il faut également essayer de limiter la quantité d'huile et de gras saturés en cuisinant, comme le ghee, le beurre, le sando, l'huile de palme, la margarine dure ou hydrogénée, l'huile de noix de coco. Et ces derniers, vous allez souvent les retrouver dans les produits hautement transformés. Ensuite, vous avez aussi le fait d'essayer de choisir des coupes de viande un peu plus maigres, que ce soit de volaille ou essayer de choisir des coupes de viande maigre et de volaille en retirant la peau ou essayer d'avoir des morceaux les moins gras possibles. Donc, vous allez retrouver les langes de porc, les poitrines de poulet, les beefsteaks, les rôtis de surlonge, la volaille hachée, les rôtis d'intérieur et le gibier.
Et pour reparler des aliments transformés, ils sont faits essentiellement d'ingrédients à fort teneur en gras saturés. Je vous l'ai dit juste avant. Donc, essayez de lire les étiquettes des aliments pour comparer les produits. Essayez de choisir ceux qui contiennent peu ou pas de gras saturés ajoutés. Ensuite, concernant l'eau, où il faut essayer d'en faire sa boisson de choix, l'eau est très importante pour notre santé. Pourquoi? Parce que c'est une... comment dire? Pardon. Parce qu'on perd de l'eau, on sue, on respire, on se débarrasse des déchets. Donc, il faut remplacer ce qu'on a perdu. Et le fait de boire de l'eau, ça permet d'étancher sa soif, de rester facilement hydraté sans ajouter de calories à l'alimentation. Donc, comment essayer de faire l'eau notre boisson de choix? C'est d'essayer de boire de l'eau chaude ou froide, de l'intégrer à ses repas, de transporter une bouteille d'eau réutilisable, d'essayer de l'eau infusée avec des fruits ou des herbes aromatiques ou de l'eau gazéifiée. Ça peut être plus tentant de retrouver ce petit goût, pas de sucré, mais pas juste de boire de l'eau plate. Ça peut poser problème pour certaines personnes. Vous pouvez boire de l'eau pendant et après une activité physique ou du sport et d'essayer de garder un pichet d'eau au réfrigérateur ou sur votre table pour en faciliter l'accès. Voilà. Si vous n'êtes pas très fan de l'eau, certains, vous pouvez avoir d'autres options pour amener justement cette eau à travers les aliments, qui est comprise dans certains aliments, comme le lait, plutôt non sucré et faible en gras. Certaines boissons végétales enrichies, non sucrées, comme les boissons de soya et d'amandes. Le café, les thés, les tisanes, non sucrées. Et attention pour les boissons végétales qui doivent éviter d'être utilisées comme principale source de lait pour les enfants âgés de moins de 2 ans. Donc, il faut essayer de limiter la consommation de certaines boissons qui contiennent trop de sodium, de sucre ou de gras saturés, comme par exemple les jus de légumes, les boissons sucrées, les boissons alcoolisées, les chocolats chauds, les thés, les cafés de spécialité qui sont faits avec des produits laitiers ou avec des sirops. Je ne citerai pas de marque spécialement, parce qu'il y en a beaucoup, mais on peut facilement retrouver ça, en chaud ou en froid. Et certaines boissons peuvent aussi contenir beaucoup de caféine, étant un stimulant comme le thé, le café, les colas et certaines boissons énergisantes. Donc voilà pour les choix alimentaires sains. Je vais passer vite fait sur les habitudes alimentaires qui met de l'avant de prendre conscience de ce qu'on a l'habitude de manger, de prendre le temps de manger, d'apprendre à reconnaître sa sensation de faim, ça c'est très important, ou lorsque vous êtes rassasié, d'essayer de cuisiner plus souvent, de prévoir ce que vous allez manger, de faire participer les autres personnes de votre entourage, de votre famille à préparer les repas, de savourer vos aliments, de prendre en compte aussi vos traditions alimentaires et culturelles qui peuvent faire partie intégrante d'une saine alimentation et de prendre vos repas en bonne compagnie. Voilà, sur la partie équilibre alimentaire. Concernant le bien-être alimentaire, donc je pense que je ne l'ai pas précisé, mais c'est le thème du mois de la nutrition de cette année. Je crois que je ne l'ai pas précisé. Donc, le bien-être alimentaire, en fait, on va le retrouver sur 4 aspects. On va commencer par l'aspect physiologique. Donc, qu'est-ce qui détermine en fait le bien-être alimentaire à travers l'aspect physiologique? Ça va être nos besoins en nutriments, tout ce qui est les symptômes et notre condition de corps, notre capacité, si on prend des médicaments et des suppléments, notre taille, notre poids, notre âge et sexe, notre génétique, notre niveau d'activité et notre hydratation. Donc une bonne alimentation est essentielle à la santé à toutes les étapes de la vie. Consommer un équilibre adéquat d'aliments permet d'apporter à notre corps les vitamines, minéraux, acides gras essentiels, acides aminés et antioxydants nécessaires pour la croissance et la réparation, la santé physique et la performance, la prévention et la gestion des maladies. Une nutrition adéquate soutient la santé tout au long de la vie. Elle joue un rôle clé dans la prévention de la malnutrition, le renforcement du système immunitaire, la réduction du risque des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et la promotion de la longévité.
Donc, sur l'aspect physiologique, ce qui peut participer aussi, enfin, des petites notions qui sont importantes, ça va être par exemple l'importance des protéines, de manger des protéines et des aliments riches en protéines. Pourquoi? Parce que la protéine, c'est un nutriment qui est essentiel au bon fonctionnement du corps. Chaque cellule de votre corps en contient et elles sont nécessaires à la fabrication et la réparation de vos muscles, des tissus, de la peau, des ongles et des cheveux. Mais également, elles participent à la fabrication des hormones et des enzymes. Voilà pour les protéines. Ensuite, vous avez l'utilisation des produits de santé naturelle qui peuvent aussi rentrer en compte. On les appelle les PSN. Ils se présentent sous plusieurs formes, y compris les plantes médicinales, les suppléments de vitamines, de minéraux et les médicaments traditionnels et homéopathiques. Donc, le fait qu'ils soient qualifiés de naturels, attention, ça ne veut pas forcément dire qu'ils soient toujours sûrs, d'accord? Ils peuvent interagir avec les médicaments, les éléments nutritifs et les aliments. Et les aliments peuvent même être parfois toxiques, dangereux. Donc, toujours demander un avis médical ou à votre pharmaciste. Santé Canada surveille les PSN et a des règlements en place pour assurer l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits. Vous pouvez voir la base des données de produits de santé naturelle homologués pour connaître la liste des produits dont la vente est autorisée. Et pour vous donner quelques exemples de PSN naturels, on va parler de ginseng, de millepertuis, de graines de chia, de chanvre, de baie de goji, d'açaï, et il y en a plein d'autres. Si vous en avez d'autres en tête, ça peut très certainement rentrer dans cette catégorie. Ensuite, vous avez aussi les allergies et les intolérances alimentaires à prendre en compte par rapport à cet aspect de bien-être alimentaire. C'est-à-dire que si vous avez connaissance que vous avez des allergies alimentaires ou des intolérances, forcément, ça va rentrer en compte dans votre bien-être physiologique. Donc, pour rappel, une allergie alimentaire, c'est une réaction du système immunitaire à une substance contenue dans un aliment, habituellement une protéine. La substance à laquelle vous allez être allergique s'appelle un allergène et lorsqu'il est consommé, il peut causer une réaction allergique qui implique les systèmes respiratoires, le système digestif ou la peau. Et en général, les symptômes vont se manifester par une respiration sifflante, par exemple, des difficultés respiratoires, des vomissements, de la diarrhée, des éruptions cutanées ou de l'urticaire. Voilà pour l'allergie alimentaire. Et à contrario, l'intolérance alimentaire se manifeste par une réaction désagréable à un aliment qui n'entraîne aucune réaction du système immunitaire. Pardon. Donc, par exemple, on peut avoir une intolérance au lactose qui est causée par une incapacité de votre organisme à décomposer le lactose, qui est un sucre naturel présent dans le lait. Donc, elle diffère de l'allergie au lait, cette allergie au lait qui, elle, est sur la protéine du lait. Voilà pour la petite différenciation, le petit rappel entre l'allergie et l'intolérance. Voilà pour l'aspect physiologique. Vous avez l'aspect mental également qui peut rentrer en compte pour le bien-être, pour votre bien-être. Donc, vous avez le bien-être mental, votre capacité. Les médicaments et suppléments, ça revient, mais ça rentre dans cet aspect-là aussi. Et la modification de votre mode de vie. Ensuite, donc la nutrition est un élément essentiel et souvent négligé de la santé mentale. Les aliments que nous consommons apportent des nutriments essentiels qui influencent la fonction cérébrale, la régulation de l'humeur et la clarté mentale. Une alimentation équilibrée peut aider à améliorer la concentration et la performance cognitive à tout âge, réduire le brouillard cérébral et soutenir l'énergie mentale, gérer les symptômes de conditions comme les TDAH ou la Covid, soutenir la santé mentale en aidant à réduire l'anxiété et la dépression. De l'enfance à l'âge avancé, la nutrition joue un rôle clé dans le maintien de la vivacité d'esprit, de la résilience émotionnelle et de la santé cérébrale globale. En intégrant des stratégies alimentaires adaptées, nous pouvons faire des progrès vers un meilleur bien-être mental. Donc, je voulais prendre un exemple sur l'aspect mental, c'est comment essayer de gérer le stress sans compenser par la nourriture. Parce que ça, c'est un fait de société qui concerne toutes les tranches d'âge. Donc, par exemple, ça va être d'essayer de rester actif à travers une activité physique ou du sport.
Alors, je ne vais pas parler d'activités et de sport à faire très souvent dans la semaine, enfin, des sessions très dures, très longues. Ça peut très bien être juste aller prendre l'air, marcher quelques minutes, un petit peu tous les jours ou plus longue session dans la semaine. Mais ça, voilà. Enfin, essayez de trouver quelque chose qui vous aide à être un petit peu actif et qui vous fait du bien. Le sommeil, donc dormir suffisamment est très important. D'essayer de limiter sa consommation de caféine et d'alcool. D'arrêter de fumer ou essayer de diminuer pour les fumeurs. D'essayer des activités relaxantes comme le yoga. Mince, j'avais une autre en tête. C'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Et surtout, prendre du temps pour soi. C'est souvent négligé, mais c'est très important également. Quelle que soit notre vie, que l'on soit seul ou en famille, ou peu importe, on peut parfois avoir une vie familiale, sociale assez active et s'oublier un petit peu, ne pas prendre soin de soi. Donc ça, c'est assez important également comme notion. Je vais passer au côté socio-culturel. Donc le côté excusez-moi. Le côté socio-culturel, ça passe à travers le mode de travail, la famille, le mode de vie, la religion et les croyances, les compétences culinaires que l'on peut avoir ou la littératie alimentaire, les habitudes alimentaires, la culture, enfin sa propre culture, et l'accès, la disponibilité des aliments. Donc l'alimentation, c'est bien plus que l'énergie, elle est intimement liée à qui nous sommes et à notre façon de vivre. Nos habitudes alimentaires reflètent nos traditions, nos pratiques culturelles, nos valeurs et nos réalités de vie. Reconnaître la diversité des influences est essentiel pour aider les personnes à développer une relation saine et significative avec les aliments. En favorisant le bien-être socio-culturel grâce à la nutrition, nous pouvons honorer les traditions alimentaires, culturelles et religieuses, renforcer les liens familiaux et communautaires, soutenir des choix alimentaires qui reflètent des valeurs personnelles et d'identité, prendre en compte les obstacles, le manque de temps, le budget et l'accès à la nourriture, puisque ce sont vraiment des réalités aujourd'hui, quelle que soit la classe, je dirais, socio-culturelle, l'âge et choses comme ça, et promouvoir des habitudes alimentaires réalistes, agréables et durables. Lorsque nous tenons compte des dimensions sociales et culturelles de l'alimentation, nous donnons aux individus les moyens de faire les choix alimentaires qui nourrissent à la fois le corps et l'esprit, créant ainsi un sentiment d'appartenance et de satisfaction à toutes les étapes de la vie. Donc pour illustrer cet aspect socio-culturel, il y a l'aspect du travail. Comment surmonter les obstacles à la saine alimentation au travail? Ça peut être les pauses café, les réunions, les célébrations au bureau. Ça, c'est le côté pour les personnes qui vont peut-être avoir la chance de travailler en bureau, mais vous avez aussi tout le côté, tout le côté sur d'autres, excusez-moi là, je perds le fil, sur d'autres types de métiers qui peuvent être encore plus durs parce que décalés avec des travails de quart ou travailler en extérieur dans des conditions un peu plus dures. Ça va passer à travers comment planifier les repas en respectant votre budget. Essayez de réduire les pertes alimentaires à la maison également et essayez de faire une liste d'aide-mémoire pour la planification des menus. Tout ça, vous pouvez les retrouver, ces sujets, dans le mois de la nutrition. Ils sont bien développés. Là, je n'ai malheureusement pas le temps de vous les faire parce qu'il y aurait trop de choses intéressantes à dire. Et enfin, le bien-être alimentaire, ça passe par l'aspect émotionnel. Donc, ça va être l'image corporelle que l'on a de soi, son historique alimentaire, ses compétences alimentaires, sa relation avec la nourriture, sa capacité, sa motivation au changement, les traumatismes éventuellement alimentaires que l'on a pu avoir par le passé, et les préférences alimentaires et les goûts. Ça, c'est indéniable pour tout le monde. Je vais maintenant passer à la dernière partie, comment limiter la consommation des produits transformés. Donc notre environnement alimentaire est en constante évolution. Les aliments hautement transformés sont facilement accessibles et de plus en plus populaires malheureusement. La consommation d'aliments hautement transformés augmente l'apport en sodium, en sucre et en gras saturés. Manger trop de sodium, de sucre ou de gras saturés peut augmenter les risques de maladies chroniques. Donc dans la liste des boissons et des aliments hautement transformés, on va retrouver
les boissons sucrées, les sirops, les confitures, les chocolats, les friandises, les croustilles et les bretzels, la crème glacée, les desserts surgelés, les sauces, les vinaigrettes, les jus de viande, les aliments minutes tels que les frites, les hamburgers, les repas surgelés comme les plats, les pâtes et les pizzas, les produits de boulangerie comme certains muffins et gâteaux, et les viandes transformées comme les saucisses, les produits de charcuterie. Oui, comme disait Emma, en gros tous les produits qu'on adore. Mais ça va bien se passer. Ensuite, j'ai encore le temps un petit peu ou pas? Oui. Ensuite, donc vraiment, c'est le focus. Je vais focuser sur qu'est-ce qu'on va essayer de limiter. Ça va être dans les produits transformés, ça va être tout ce qui est le sodium, qui lui peut favoriser l'hypertension artérielle et entraîner les maladies du cœur. Les sucres qui contribuent au risque accru d'obésité et de diabète de type 2 et de caries chez les enfants. Les gras saturés en termes de risque de maladie du cœur. Et tout ce qui est viande transformée, là, c'est un risque accru de cancer colorectal si c'est consommé en trop grosse quantité. Pardon. Donc, comment essayer de limiter la consommation des produits transformés? Si vous avez l'habitude d'en manger assez souvent, essayez déjà d'en consommer un peu moins souvent, en plus petite quantité, ou essayez de les remplacer par des choix plus sains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe quand même des produits transformés, mais qui ont quand même un côté sain. Et je pourrais facilement avoir certains exemples en tête, si ça vous intéresse après. Mais aujourd'hui, il existe des choses saines. Il faut juste prendre le temps d'essayer de lire les étiquettes. Donc, vous pouvez essayer de remplacer vos poissons sucrés par de l'eau. Ça, c'est tous les conseils que je vous ai dit auparavant. Évitez d'avoir des aliments hautement transformés à la maison. Ça, c'est facile à dire, mais il faut essayer. Choisir des boissons et des aliments plus sains lorsqu'on mange ailleurs qu'à la maison. Essayer de préparer des versions maison de ces aliments hautement transformés. Comme par exemple, si vous aimez les muffins sucrés, essayez d'en faire maison en recette santé. C'est également faire des provisions de collations saines. Essayez de planifier vos repas. Limitez l'ajout de tartinades et de sauces hautement transformées dans vos repas. Consultez les étiquettes, comme je vous l'ai dit. Et préparer des repas avec des ingrédients sains, choisir des plats sains, utiliser des étiquettes. Je vais finir par les étiquettes et ensuite on fera la vidéo, c'est ça? Ok. Donc, je pense que vous connaissez tous les étiquettes. Brandy, s'il te plaît. Voilà. Donc, les étiquettes, de quoi elles vous parlent? Elles vont vous parler du tableau de valeur nutritive. Donc, ça, c'est ce qu'il y a à votre droite. Ça donne des renseignements sur la portion déterminée, les calories, certains nutriments et le pourcentage de la valeur quotidienne. Ce pourcentage, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il peut vous servir de guide pour vous montrer si la portion déterminée contient peu ou beaucoup de nutriments. Si c'est en dessous de 5%, c'est peu. Si c'est au-delà de 15%, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Ensuite, vous avez la liste des ingrédients. Les premiers ingrédients, en général, ça va être les ingrédients qui sont contenus en plus grosse quantité. Et ainsi de suite, sur la liste, ça va être, on va retrouver les derniers qui va y avoir très peu. Ensuite, vous avez les allégations nutritionnelles. Vous avez l'étiquetage des allergènes alimentaires, qui est obligatoire, bien sûr, et les durées de conservation. Vous avez différents types de dates, en général, qui apparaissent, qui est la date meilleure avant, la date d'emballage et la date limite d'utilisation. Voilà. Donc maintenant, on va vous passer une petite vidéo qui illustre, qui je trouve illustre assez bien le côté produits transformés, l'existence de produits transformés et la lecture des étiquettes. Même si ce n'est pas forcément des produits peut-être qu'on va retrouver ici en Alberta, je le précise, puisque ça a été, je pense que c'est des produits qui viennent du Québec, mais ça peut vous donner des idées de comment essayer de lire les étiquettes. Voilà, donc je vous remercie. Place à la vidéo. Voici des produits depuis peu en épicerie analysés pour vous. Cette semaine, des labnés, des cafés froids en canette et des yogourts à boire biologiques. On est dans la...
Voici des produits depuis peu en épicerie analysés pour vous. Cette semaine, des labnés, des cafés froids en canette et des yogourts à boire biologiques. On est dans la thématique des produits laitiers aujourd'hui. Absolument. On va commencer avec un yogourt à boire. Je pense que ça polarise un peu les parents à savoir si on le prend ou si on ne le prend pas, le yogourt à boire en épicerie. Ce que nous propose Olympique, on est vraiment dans la collation santé, c'est clair. Pas juste parce que le produit est biologique, mais l'élément particulier qui le démarque, c'est la teneur en sucre. Dans une bouteille comme ça de 190 millilitres, j'ai 9 grammes de sucre, incluant le lactose, donc le sucre naturel du lait, alors que dans le produit concurrent le plus populaire, j'en ai 19. Quand on regarde aussi les autres avantages de ce produit-là, lesquels vois-tu? On nous dit qu'il provient ou est fait de lait de vache nourrie à l'herbe. On a affaire à un ratio de 3 pour 1 des oméga-6 par rapport aux oméga-3, comparativement au lait régulier où on est plutôt à 10 pour 1. Donc, beaucoup plus d'oméga-3, beaucoup moins d'oméga-6. Nos oméga-3, c'est nos fameux gras essentiels dont on nous parle souvent parce que le corps ne peut pas en fabriquer lui-même. Donc, on doit absolument l'obtenir par notre alimentation. Donc, bon pour la santé cardiovasculaire, pour le cerveau, pour les yeux, pour en fait toutes nos fonctions en général. On y goûte? On y goûte. Oui, allons-y. Pour moi, c'est très crémeux, c'est très doux. C'est effectivement pas très sucré, Oui, on le sent tout de suite. mais ça goûte la fraise. Oui. Ce que j'apprécie, et contrairement à la plupart des autres produits à boire sur le marché qui ne travaillent qu'avec des arômes, dans ce cas-ci, j'ai de la vraie purée de fraises dedans. À prendre ou à laisser? L'ensemble de l'œuvre est bien fait. Ça me semble un bon choix. Un autre nouveau produit qu'on va analyser d'abord, du labné Oui. de Fontaine Santé. C'est quoi du labné? Le labné est fabriqué à partir de yogourt. Donc, c'est un yogourt nature qui a été pressé, égoutté, comme on ferait pour du yogourt grec, en fait. Oui. Sauf que le labné va être égoutté encore plus. Donc, j'arrive au final avec un produit qui est vraiment très épais et très onctueux. Et les gens du Moyen-Orient vont s'en servir comme base de sauce et ou trempette. Qu'est-ce que tu as trouvé comme élément positif pour ces produits-là? La plupart des trempettes crémeuses qu'on a sur le marché au Québec sont faites à base de crème sûre et ou à base de mayonnaise, donc assez riches. Si je compare ce produit-ci au concombre et Annette avec un de ses principaux concurrents comme Trempette à la nette, j'ai 75 moins de matière grasse dans celui-là, donc seulement 4 grammes contre 16 pour la même portion dans le produit équivalent concurrent. Donc, la base de yogourt et de labné fait une énorme différence à ce niveau-là. Il y a souvent beaucoup de sel, beaucoup de sodium dans ce genre de produit-là. On a entre 135 et 180 mg de sodium selon les saveurs. C'est tout à fait raisonnable pour cette catégorie de produits-là. C'est en dessous de tous les concurrents que j'ai regardés. OK. On goûte? On goûte avec plaisir. Parfait. C'est vraiment très crémeux. J'adore la texture, puis je trouve ça très agréable de retrouver des petits morceaux de concombre frais dedans. Oui, oui. Ça ajoute de la texture et avec la nette, c'est une explosion de fraîcheur. C'est bon, hein? C'est très bon. Ça goûte la tapenade. Oui, en effet. Vraiment, hein? En effet. Donc, olive verte, olive noire. Oui. C'est pas lourd du tout en bouche, mais c'est très goûteux. À prendre ou à laisser? En considérant tout ce qu'on vient de dire, je pense que c'est vraiment une belle découverte. On prend un petit café pour terminer? Pourquoi pas? Nouveau produit, Tréma. On a 13 grammes de sucre par canette pour chacune des saveurs. Et si je compare à l'équivalent de la grande marque populaire à la sirène, on est plutôt dans du 30 grammes pour un volume de café similaire. 3 des produits sont avec 125 mg de caféine. C'est bien mentionné sur le devant de l'emballage. Puis sachez que 125 mg de caféine, c'est à peu près l'équivalent d'une tasse de café. Et on nous offre une option qu'ils appellent extra à 175 mg de caféine. Mais ce n'est pas considéré comme des boissons énergisantes? Non, pas du tout. Ce sont vraiment des cafés lattés, tout simplement. Le fait qu'il y ait du lait dans tous les produits, ça vient donc avec des protéines, ça vient avec un peu de calcium, contrairement à une boisson énergisante qui nous donne de l'énergie. Point à la ligne. Oui, c'est l'heure de découvrir les saveurs. On goûte? Santé, Isabelle. Santé. On peut le boire froid. Oui, très goûteux. Alors, à prendre ou à laisser? En fait, je vous dirais que si vous êtes un amateur de café non sucré, cette gamme-là n'est pas pour vous parce que
tous les produits sont sucrés. Mhm. Par contre, si vous aimez qu'il y ait du sucre, et en particulier si vous êtes un amateur de café aromatisé, je trouve que les options mocha et vanille qui nous sont proposées par Tréma le deviennent particulièrement intéressantes. L'extra, j'y vois peut-être un avantage si vous êtes un consommateur régulier de boissons énergisantes. Le taux de sucre est plus bas. Ça vient aussi avec un peu de protéines et de calcium. Donc, c'est un produit qui pourrait remplacer la boisson énergisante, qui serait meilleur pour la santé. Oui, ça reste à consommer avec modération. Avec modération. Donc, si on regarde l'ensemble des produits qu'on a goûtés aujourd'hui, on prend presque tout dans notre panier. On avait une belle brochette. Clairement, plusieurs belles découvertes à faire. Merci, Isabelle. Grand plaisir. C'est le temps de faire plus de plats. Donc, merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation instructive. Nous allons maintenant passer à la période de questions-réponses qui va durer 15 minutes. Chaque région aura l'opportunité, encore une fois, de poser une question et nous vous demandons de respecter un temps maximum de 3 minutes par question afin de permettre à Hélène de répondre de manière complète. Donc, je vous recommande de poser une question courte et de préciser et précise pour maximiser le temps de réponse. Les questions seront posées dans l'ordre alphabétique suivant, donc Bonneville, Calgary, Edmonton, Grande Prairie et ensuite sur Zoom. Pour les participants en ligne, vous pouvez soumettre vos questions via la plateforme et nous en sélectionnerons une à poser à la fin. Donc, Bonneville, est-ce qu'on a une question? Allô, Hélène? Alors, le Hildebrand mentionnait de limiter le soja pour l'aspect hormonal, mais toi, dans ta présentation, il y avait beaucoup de substituts et d'augmenter le soja dans la diète. Est-ce que comme Edmonton, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? vous m'entendez mieux? Alors, est-ce que tu as compris ma question ou je dois la reposer? Non, tu peux la reposer. C'est Christine, c'est ça? Oui. Oui, vas-y, s'il te plaît. Je n'ai pas du tout entendu, excuse. Je ne me vois pas? Non. Ah, bon. Moi, il fallait que je me voie. Alors, la première docteure mentionnait de limiter le soya dans l'alimentation afin de réduire un peu l'influence sur les hormones. Et toi, dans ta présentation, il y avait beaucoup de rajouter du soya comme étant une source de protéines. Alors, est-ce qu'on prend ça avec un peu un grain de sel? C'est à nous d'un peu ajouter le soya, mais en portion limitée? Oui, tout à fait. Alors là, moi, je me suis adressée, on va dire, à une tranche de population générale. Donc forcément, ça intègre autant les femmes que les hommes. Et tu fais bien de reposer la question et d'insister. C'est vrai que ça peut avoir une incidence sur les hormones des femmes. Donc oui, en effet, même si j'en parle en termes de bons gras et d'ajout de protéines, c'est forcément à limiter pour les femmes dans ce contexte-là. Je ne vais pas te donner un ordre de quantité, choses comme ça, mais tu fais bien de faire un petit rappel par rapport à ça. Tout à fait. Très bonne question, merci. Calgary, est-ce qu'on a une question? Oui. Je vais prendre la première question que j'ai eue. Ici, on me demande quelle est la meilleure manière de laver les fruits et légumes pour se débarrasser des pesticides? Oh, ça c'est très très précis, oui. J'ai envie de dire, la façon la plus commune, c'est de les passer sous l'eau. Mais si vraiment vous voulez accentuer la chose, vous pouvez faire des petits bains d'eau et de vinaigre et les laisser quelques minutes. Ou alors, vraiment, si vous avez peur malgré ces façons de
nettoyer vos fruits ou légumes, je vais vous dire de les éplucher tout court. Là, au moins, le problème va être radical. Par contre, le fait d'enlever la peau de certains fruits et légumes, vous allez enlever le côté apport vitamines et minéraux. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est en fonction de votre ressenti par rapport à cette question des pesticides, qu'est-ce qui vous paraît le plus adéquat, le plus facile à mettre en place pour vos habitudes également. Est-ce que j'ai répondu ou est-ce qu'il y a besoin de plus de précision à ce sujet? C'est très bien, merci. Bienvenue. Parfait, merci. Edmonton, c'est à vous. Je m'excuse tantôt pour le micro. Quelle est la dose de sucre recommandée par jour? Oh! J'attendais celle-là. On se teste. Ouais. Alors, vous me parlez juste du sucre, parce que là, moi, je vais jouer avec les mots, désolée. Vous parlez juste du sucre simple, du coup, qui apporte le goût sucré. Probablement, je pense que c'est au niveau, qu'est-ce qu'on a le droit de sucre par jour, soit le sucre naturel ou le sucre ajouté. OK. Alors, je vais parler en termes de pourcentage. Ça va être par rapport en général, aux besoins. C'est 10% de vos besoins. Donc, je ne vais pas vous donner une quantité en termes de grammage exactement, puisque ça dépend des besoins de chacun. Voilà. Mais dans les grandes recommandations, du coup, vous pouvez reprendre tout ce qui est les fruits. Vous pouvez être à 2 à 3 par jour, ce qui amène déjà du sucre naturel. Vous avez tous les produits laitiers, les légumes également qui en amènent un petit peu. Mais vraiment sur le sucre, je reprends, sur le sucre ajouté, ça va être du 10% de vos besoins. Merci beaucoup. Bienvenue. Parfait. Puis à Grande Prairie, la question est vraiment sur le bien-être aussi. Donc, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de manger en bonne compagnie? Oh. Alors, je dirais peut-être que ça va donner plus de temps à prendre le repas, ce qui est une chose importante, de prendre le temps de manger. Je sais que c'est quelque chose de culturel aussi, et sans vouloir comparer forcément avec la France ou l'Europe, c'est vrai qu'ici au Canada, il n'y a pas forcément le temps de prendre, vous ne prenez pas forcément le temps, en tout cas pas plus de 20 minutes pour faire un repas au calme, sans manger trop vite. Et en fait, cet aspect de prendre le temps de manger, et en plus en bonne compagnie, ça permet d'atteindre excusez-moi. De ressentir cet effet peut-être de rassasiement, de satiété plus facilement. Et donc, en fait, de peut-être parfois de manger juste ce que vous avez besoin et pas plus peut-être si vous avez mangé tout seul, parce que des fois, selon le contexte dans lequel on est, si c'est à travers le travail ou à la maison, on peut être plus pressé, donc pas du tout prendre le temps de vraiment mettre de côté cette notion de prendre le temps. Et même, je pense que quand on est en bonne compagnie, en fait, ça permet peut-être de discuter, d'échanger, de se sentir mieux et de peut-être manger, de savourer, de prendre plus de plaisir à manger ce qu'on a dans notre assiette. Parfait, merci. Ouais. On va prendre une dernière question, cette fois de nos participants en ligne. Donc, nous avons une diététicienne dans le clavardage. Elle est nouvelle au Canada. Okay. Elle souhaite continuer d'exercer dans ce domaine ici en Alberta. Elle se demande quelle est la conduite à tenir et où devrait-elle aller pour faire un recyclage. Est-ce que vous pouvez recontextualiser la diététicienne? Elle est où exactement? La diététicienne aimerait pratiquer ici en Alberta, Okay, mais elle est nouvelle au Canada.
Ok. Donc, elle veut savoir la procédure pour pouvoir exercer ici. Ok, donc c'est une personne issue de l'immigration avec, comme moi, un diplôme étranger, c'est ça? Ça serait possible, oui. Ok. Il faut se rapprocher du collège des diététiciens d'Alberta, qui est basé à Edmonton, puisque pour avoir fait déjà mes propres recherches me concernant, tout dépend du pays d'origine et si l'équivalence, enfin, le nombre d'années d'études qu'elle a fait est directement équivalent au diplôme ici de diététicien de l'Alberta, puisque chaque diplôme de diététiste dépend de chaque province. Il n'y a pas un diplôme national, si je puis dire. C'est chaque province qui donne le diplôme de diététiste. Et je pense qu'il y a des équivalences ensuite dans chaque province. Mais dépendant du pays d'où elle arrive, il y a peut-être besoin de faire des équivalences concernant les études ici de diététiste en Alberta. Concernant la France, par exemple, on est sur 3 ans d'études. Ici, c'est 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, moi, je sais que si je voudrais pratiquer ici en tant que diététiste, je serais obligée de faire une équivalence. Et ça peut être un processus assez coûteux et assez long. Donc, mais encore une fois, tout dépend du pays d'où est originaire la personne. Voilà. C'est ce que je peux proposer de se rapprocher du collège des diététistes de l'Alberta pour qu'ils puissent vous expliquer. Et vous pouvez aller voir également en ligne sur leur site, c'est tout bien expliqué. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour vos questions et votre participation. Puis merci également à notre fantastique technicien, Randy Filion. Merci, Randy. Pour son soutien précieux. Puis une fois de plus, je tiens à remercier chaleureusement Mme Lavigne-Casteran pour avoir partagé avec nous ses connaissances et pour tout ce qu'elle a fait pour la communauté. Votre contribution est inestimable et nous sommes reconnaissants de vous avoir eu parmi nous aujourd'hui. C'est maintenant le moment pour moi de vous remercier également pour votre attention et votre engagement. Puis nous serons de retour après le dîner. On va prendre un dîner un peu plus long. La prochaine présentation sera à 13h30. Bon dîner à tous. Alors, donc, comme Natacha l'a dit, on a gagné un petit 15 minutes de plus et ça tombe bien parce que, bon, ce sujet, c'était un beau sujet. Hein? Alors, ça nous donne faim. Et là, présentement, nos amis du Café Bicyclette est en train de nous amener doucement, sûrement, le prochain dîner. On m'a posé une question tantôt, si ça serait possible qu'on puisse partager les diapositives qu'on a pu voir. Là, très bonne question. J'ai fait la demande à ma collègue. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, ceux qui voudraient avoir le diapositive, juste venir me voir, ça va me faire vraiment plaisir. Voilà. Oui. Il y avait beaucoup de questions à Edmonton. On a posé une question. Est-ce qu'elle va répondre aux autres questions ou est-ce que ça va faire partie du document que vous pourrez consulter? Parfait, merci pour la question. Puis je l'avais complètement oublié. Oui, c'est un enjeu technique, donc on s'en excuse. On peut juste piger une question par région exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tous les coupons que vous nous avez donnés avec vos questions dessus, vous regardez ma collègue Pauline derrière, elle les met dans une enveloppe. Et pas grave. Dans une enveloppe. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va demander à notre intervenante de voir si elle serait capable de répondre aux questions. Comment on va faire? C'est qu'on va lui donner les questions et on va essayer de la filmer. Alors donc, on va mettre les réponses dans nos médias sociaux, mais ça dépend de la disponibilité de la personne. J'ai parlé tantôt avec Dr. Julie Elderbrand. Elle me dit, non, mais s'il y a des gens qui ont des questions, oui, ça va me faire plaisir. Donc, on va s'organiser une rencontre avec elle pour répondre aux questions que vous aviez écrites.